Cette nuit, Emmanuel Macron annoncera devant l'ONU que la France reconnaît l'existence d'un État de Palestine et à cette occasion, je reçois l'un des meilleurs, sinon le meilleur connaisseur de cette question en France, Henri Laurence. Bonjour. Vous Bonjour. êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Il faut quand même que je dise quelques mots sur votre œuvre, qui est une œuvre unique en son genre, puisque vous avez rédigé une œuvre intitulée Questions juives, problème arabe. Je dis une œuvre parce qu'il y a différents tomes. Le premier tome est publié en poche 1798-2001. C'est une suite de livres qui s'étend sur 4500 pages et qui présente avec des sources de première main, c'est d'ailleurs l'une des particularités de votre œuvre, l'histoire de la Palestine et la manière dont cette histoire s'est déroulée. Je parlais tout à l'heure d'une revue dont je suis très nostalgique, la revue d'études palestiniennes. J'ai vu que vous aviez publié en 1985 un article, j'imagine le premier, Mmh. sur le projet d'État juif par Napoléon à l'époque. Et vous êtes donc le représentant, Henri Laurence, de ce qu'on peut appeler cette école française qui s'est penchée sur la question. Oui, nous avions c'est beaucoup d'Arabes exilés et francophones qui étaient dans la revue. Les rédacteurs, c'était Samir Kassir qui a ensuite été assassiné à Beyrouth, Farouk Mardambe qui est surtout connu pour, la direction de la maison d'édition Simbad et puis Camille Mansour qui est moins connu mais qui était juriste, mais c'était avant tout la branche française, d'un ensemble qui était patronné par l'Institut d'études palestiniennes de Beyrouth, qui était un peu le sanctuaire de la mémoire, palestinienne. Donc il y avait une branche arabe qui était la plus ancienne, qui était Majallat ad-Dirasat al-Palestiniya, c'est-à-dire exactement revue d'études palestiniennes, qui est toujours publiée. Et puis vous aviez le Journal of Palestine Studies qui était publié aux États-Unis. Et puis maintenant, vous avez aussi une branche dans les territoires occupés. Alors, on n'a pas le droit de dire Palestine dans le cas précis, parce que c'est publié à Jérusalem. Donc, c'est appelé le Jérusalem Quarterly. Mais c'est très, très riche d'informations à la fois documentaires, c'est-à-dire que chacune des revues faisait un inventaire des sources, des publications, des déclarations. Pour les travailleurs, enfin les chercheurs comme moi, c'est des sources fabuleuses. Et puis des articles de fond. Des articles de fond et un dialogue, puisque dans la branche française de la Mm. revue d'études palestiniennes, il y avait aussi beaucoup de juifs, dont Maxime Rodinson et Pierre Vidal-Naquet, avec donc l'idée de reprendre cette histoire sur la longue durée. Palestine, peut-être, si vous pouviez faire l'archéologie du mot, Henri Laurence. Ben, Palestine, c'est simplement les Philistins de la Bible. Et comme ils sont sur le littoral, hein, quand les Grecs arrivent en voyageurs, ben, ils tombent d'abord sur les Philistins. Donc c'est pour ça que le mot apparaît par exemple chez Hérodote. Et ça reste marqué dans toute l'histoire de l'Antiquité. C'est comme nous avons des régions comme Bretagne ou Languedoc ou Occitanie, à travers les transformations de l'époque ancienne. Le nord-est, on a ainsi à la fin de l'époque romaine, 3 Palestines, qui sont 3 régions ou provinces ou chefs, départements comme vous voulez. La Palestine première, seconde et troisième, et ça restera la carte des diocèses de l'Église orthodoxe. À la conquête arabe, le terme est encore utilisé. C'est un djoun, c'est-à-dire une base militaire, enfin une zone militaire arrière de l'Empire omeyyade. Et en cela, c'est le djoun de Palestine qui alimente les troupes qui font la conquête de l'Espagne. C'est on voit les distances qui est jouée. Puis le terme disparaît progressivement pour une raison tout à fait simple, c'est que la tradition géographique et administrative est plutôt de donner des provinces par le nom du chef-lieu. Ah, on a Vilayet de Beyrouth. Donc le nom disparaît pour réapparaître au 19e siècle, d'abord par le biais des voyageurs occidentaux. Quand la France crée un consulat à Jérusalem, il l'appelle Consulat général de France en Palestine. Et ainsi de suite. Quand les Anglais font de l'archéologie, c'est le Palestine Exploration Fund. Et la région correspondante, c'est ce qu'on appelle administrativement le Sanjak de Jérusalem.
Et ce Jean Jacques est appelé de plus en plus couramment Palestine, tout simplement. On le voit dans la correspondance des gouverneurs ottomans, ils disent à la fin du 19e siècle Palestine au lieu de San Jacques. Et au début du 20e siècle, il y a un journal qui est publié à Jaffa qui s'appelle Palestine. Donc, vous voyez. Donc le terme est créé à cette époque. Alors on pourrait revenir à une date extrêmement lointaine. Disons que dès les années 20, on parle de Palestine. On évoque à la fois donc le foyer de peuplement juif, qui ne s'appelle pas encore Israël, ça n'est pas un État, c'est dit Chouv, et l'existence donc d'un peuple palestinien. Peuple palestinien, c'est ça qui pose le problème. Il y a un mandat sur la Palestine qui est accordé par la Société des Nations, c'est-à-dire en fait par les grandes puissances de l'époque, la France et la Grande-Bretagne. Et ce mandat a été défini géographiquement à partir d'un atlas biblique, d'un révérend père américain qui s'appelait Adam Smith. Et donc, par exemple, les sionistes voulaient aller jusqu'au fleuve Litanie au Liban, et les Français ont dit ah non, c'est pas dans l'Atlas d'Adam Smith. Donc, c'est la référence biblique. En fait, Palestine ou Israël, c'est la Terre Sainte. Et c'est ça qui fait l'identité et le drame de cette région. Une identité marquée avec une histoire qui est scindée en deux, bien sûr, par la création de l'État d'Israël. Oui, Israël ne pouvait pas accepter l'idée, enfin, le mouvement sioniste avait administrativement utilisé Palestine parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais pour eux, sa Palestine n'existait pas. Quand on regarde, par exemple, les billets de banque ou les timbres de l'époque du mandat, en anglais, il est marqué Palestine, en arabe, Philistine, et en hébreu, Eretz Israël. Et jadis, Menahem Begin disait que le mot Palestine n'existait pas en hébreu. Donc, il y avait une citoyenneté administrative du mandat palestinien, avec des passeports, etc. Mais il n'y avait pas de drapeau, il n'y avait pas d'unité nationale dans le mandat. Et les Arabes de Palestine se sont définis, disons, politiquement à partir de fin 1920, mais un mécanisme historique, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, comme Arabes de Palestine, parce qu'à côté, il y avait les Arabes de Syrie, puis ensuite il y aura les Arabes d'Égypte, les Arabes d'Irak, et ainsi de suite. Comment les choses se déroulent-elles après la création de l'État juif, autrement dit, donc avec le tournant 1947-1948? Ah bah, c'est assez dramatique. Vous avez ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de la population arabe d'une grande partie de la Palestine et la confiscation de leurs biens, y compris les confiscations des biens religieux. Donc, la Palestine va se poursuivre par un phénomène historique tout à fait intéressant. C'est que quand ils arrivent dans les autres États arabes, ils sont définis comme des étrangers. Justement, cette histoire-là est de plus en plus révisée par des historiens palestiniens, des historiens israéliens, et on voit donc un certain nombre de pogroms initiaux perpétrés donc par des juifs sur des Palestiniens. Ah oui, les violences ont été terribles. Elles ont surtout été cumulatives. C'est-à-dire, on peut à la rigueur admettre ou poser que les premières expulsions qui sont antérieures à la création de l'État d'Israël, c'est dans la période du printemps 48, avaient des nécessités militaires. Mais on le voit très très bien à la fin de l'année 48, quand l'État israélien est fondé, enfin est déjà solidement arrimé, les expulsions deviennent totalement systématiques. Si vous prenez la bande de Gaza, c'est toute la population du sud de la Palestine qui est expulsée volontairement par l'armée israélienne. Avec Nasser débute un mouvement extrêmement important dans la région de panarabisme. Comment s'articule ce panarabisme et la question palestinienne, Henri Laurence? Le projet palestinien, en quelque sorte, peut être contesté du point de vue d'un nationalisme arabe unitaire comme étant un régionalisme. C'est pour ça qu'on s'en tient à un discours de libération de Palestine, mais non pas un discours de création d'un État palestinien. Parce que cette Palestine libérée pourrait faire partie d'un grand État arabe unifié.
Et Nasser, à la fois utilise la revendication palestinienne et en même temps essaie de la contrôler. Donc son discours, c'était dans les années 60, la libération de la Palestine passe par l'unité arabe. Ce qui faisait rigoler un peu les gens, parce que l'unité arabe ont commencé à ricaner sur le jour où elle se produirait. Et de l'autre côté, justement, le mouvement palestinien qui réapparaît dans les années 60 inverse le slogan. Il dit l'unité arabe passera par la libération de la Palestine. Nasser déclenche la guerre de 6 jours en 1967, la perd et va devoir céder le pouvoir. Mais avant tout, c'est l'idée panarabe qui meurt. Oui, de toute façon, déjà en 1964, à partir du moment où l'OLP est créé et reconnu par la Ligue des États arabes au sommet arabe d'Alexandrie en 1964, la question est réglée au sens où on ne parle plus d'un grand État arabe unitaire. Et de ce point de vue-là, la question... Alors, ce qui se passe en 67, c'est plutôt le début d'un largage. En 64, le slogan arabe était la libération de la Palestine. Donc, évidemment, la disparition de l'État d'Israël, etc. En 67, au sommet arabe de Khartoum, c'est la récupération des territoires perdus. Et donc, ça veut dire potentiellement que les États arabes peuvent discuter, négocier un retour des territoires perdus, mais pas la libération de la Palestine. 1978, c'est une date extrêmement importante, c'est Camp David. Autrement dit, c'est une paix signée entre l'Égypte et Israël. Oui, alors les Égyptiens essayaient d'introduire une vision palestinienne, une clause palestinienne, mais pour Israël, l'importance était essentielle. Céder le Sinaï, le retour aux frontières de 67, c'était permettre de maintenir le contrôle sur la bande de Gaza, la Cisjordanie et le Golan. Donc est arrivée à ce moment-là l'idée d'une autonomie palestinienne, mais pour Menahem Begin et ses successeurs, d'ailleurs, cette autonomie n'était pas territoriale, elle n'était pas souveraine. Ça correspondait au discours que les mouvements juifs avaient eu au début du XXe siècle en Europe, c'est-à-dire une autonomie culturelle et politique, mais sans territoire. Un nationalisme sans territoire, comme dans le Bund, par exemple. Le Bund, qui était un parti socialiste juif. Mais justement, c'est quand même assez curieux comme construction, Henri Laurence. Comment imaginer que donc ces trois territoires, alors le Golan, c'est un territoire occupé Syria. à la Syrie, Gaza et la Cisjordanie, avec la Cisjordanie pour une partie occupée. Comment imaginer que l'on crée un État dans ces trois territoires morcelés avec donc un refus israélien de reconnaissance? Bah, c'est la politique, je veux dire. En un sens, le mouvement national palestinien, c'est un doublé du sionisme. Et c'est une revendication. Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien, avait eu une phrase malheureuse en accusant les Palestiniens d'avoir le complexe du saumon, c'est-à-dire de retourner à la source. Mais le mouvement sioniste est aussi une manifestation du complexe du saumon. Et on peut dire en un sens que le nationalisme palestinien, c'est le sionisme inversé. Que devient ensuite l'idée palestinienne entre Camp David, donc la paix entre Égyptiens et Israéliens, et Oslo, qui est donc un accord de paix qui va malheureusement achoper ensuite? La question est, d'un part, il y a une pédagogie, comme on dirait aujourd'hui, qui conduirait l'OLP Arafat à accepter le principe d'un État sur les territoires libérés, c'est-à-dire en fait les territoires occupés, et ne remettrait pas en cause l'État d'Israël. Et ça, c'est la déclaration de 88 à Alger. Mais en même temps, en 88, apparaît le Hamas qui reprend le slogan de libération de la Palestine. Et ça, c'est un tournant extrêmement important parce qu'on passe d'un mouvement, l'OLP, qui est un mouvement socialiste, Arafat en est un, avec des liens étroits et un dialogue entre certains Israéliens et l'OLP, à un mouvement religieux qui va prendre le contrôle sur la bande de Gaza en 2006.
Oui, mais pour trouver un peu le parallèle avec la montée des mouvements politiques religieux en Israël même, vous avez une similitude qui est malheureusement des plus inquiétantes entre la radicalisation des discours des uns et des autres. Et la mort de Rabin, qui est l'un des événements marqués par cette montée donc de la radicalisation religieuse en Israël. Oui, mais en même temps, Rabin, c'est un peu, comment dire, une imposture de l'histoire. Ce qu'il envisageait, c'était pas un État palestinien. Juste avant sa mort, il a dit qu'il n'en aurait pas d'État palestinien. Il avait déclaré ça à la Knesset. Et ceux qui pensaient, c'était ce qu'on appelle techniquement le plan Alon, c'est-à-dire une enclave palestinienne à l'intérieur de l'État d'Israël, et pas nécessairement homogène. Loin de là, disons que c'était 60 ou 70% de la Cisjordanie qui aurait été cédée. Alors, on a fait ensuite, pour des raisons politiques tout à fait légitimes, on a fait de Rabin un martyr de la paix, mais sa mort a retardé la découverte des échéances, c'est-à-dire que l'OLP s'en tiendrait à la totalité des territoires. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nos invités, Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe. Vous avez notamment publié Questions juives, problèmes arabes, c'est chez Folio. Histoire donc en poche. Béligne Nabli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Est Créteil. Vous avez publié différents ouvrages, dont un manuel de relations internationales aux éditions Pédone. Je vous ai invité notamment parce qu'il y a bien sûr une question juridique qui se pose au travers donc de cette reconnaissance. Mais justement, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça peut changer, notamment dans cette région où le droit a été tant de fois bafoué. En fait, ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que l'acte de reconnaissance n'est pas un acte de création d'un État. Ce n'est pas parce qu'un État reconnaît un autre État qu'il le crée. La création, l'existence d'un État dépend non pas de la reconnaissance, mais de l'existence d'éléments de fait, c'est-à-dire la réunion de ces éléments qu'on connaît tous, que sont l'existence d'un territoire, d'une population et d'une autorité gouvernementale qui exerce précisément cette autorité sur ce territoire et cette population. C'est ça qui est important. C'est ces éléments de fait qui permettent à un État d'exister sur la scène internationale. La reconnaissance de cette entité étatique, elle, relève d'abord et avant tout d'un acte diplomatique important qui va permettre le développement des relations entre ces États, même s'il faut reconnaître que ces relations diplomatiques peuvent exister avant même l'acte de reconnaissance. Il suffit de rappeler notamment qu'il existe une ambassadrice de Palestine en France, alors même que la France n'avait pas jusqu'alors reconnu l'État de Palestine. Et puis il y a un deuxième effet de l'acte de reconnaissance qui est plus politique dans la mesure où l'entité reconnue comme étatique bénéficie tout simplement d'une légitimation de son existence. C'est donc une portée politique extrêmement importante, en l'espèce s'agissant des Palestiniens qui sont toujours en quête de reconnaissance au sens politique du terme, en particulier vis-à-vis du monde occidental, puisque finalement, historiquement, les Palestiniens ont bénéficié de vagues successives de reconnaissance dans le monde hors occidental. Là, ce à quoi on assiste, c'est un basculement en ce sens où le bloc occidental se trouve fissuré, fragmenté, à l'égard de cette question de la reconnaissance de l'État de Palestine. Et c'est en cela que l'on vit un moment historique. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri Laurence, lorsqu'il s'agit donc de voir ce moment raconté après les autres moments par Jean Lémarie, où la France s'est positionnée sans aller jusqu'au bout? Disons qu'en ce qui concerne l'histoire de l'État palestinien, d'abord, il faut remonter à un siècle maintenant, puisque le mandat sur la Palestine ne postulait pas la sortie sous une forme d'un État. Et on voit très bien dans les documents, dès la fin des années 20, début des années 30, une frustration palestinienne arabe forte, parce que les autres Arabes ont l'État. La Syrie, le Liban, l'Irak, même la Jordanie, en voie de constitution. Donc cette frustration d'État, c'est pas hier, c'est déjà
il y a une bonne centaine d'années. Et l'autre remarque, c'est encore une fois, c'est le doublet. Ce qu'on appelait le sionisme politique à l'époque de Theodor Herzl, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, était la demande d'une reconnaissance internationale du droit des Juifs à constituer une entité politique, un État juif en Palestine. Et Herzl disait, si on n'a pas de soutien international, quoi que ce soit qu'on a sur le terrain ne pourra pas être durable. Et en un sens, on a ici un palestinisme politique qui serait le doublet de celui de Herzl. Belinda Bly. Alors, en l'espèce, justement, ce qui est intéressant, c'est que cet acte de reconnaissance vient répondre à un principe revendiqué par les Palestiniens, qui est celui de l'autodétermination, ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, précisément, qui juridiquement traduit cette volonté des peuples à se constituer en État. Et ce qui est intéressant, donc c'est en cela qu'il faut comprendre d'abord et avant tout l'acte diplomatique français. C'est un acte à destination des Palestiniens. Le problème, c'est qu'il est perçu par les Israéliens comme une sanction. Un acte de reconnaissance n'est pas une sanction formellement ou en droit international. La France n'a toujours pris aucune sanction à l'égard du gouvernement israélien ou de l'État israélien. Donc la reconnaissance à laquelle nous allons assister ce soir est un acte à destination des Palestiniens. C'est une manière de reconnaître la légitimité de leurs revendications à l'autodétermination. Bon, mais alors, la question qui se pose, donc, c'est ce peuple et son droit à l'autodétermination, cela est inscrit donc dans cette reconnaissance. La question du territoire et des frontières, elle, est une question qui se pose de manière beaucoup plus aiguë. Ah, pour le moins, bien sûr. C'est en cela que ce type de geste diplomatique connaît des limites et souligne une part de fiction dans la mesure où, factuellement, ce à quoi on assiste, c'est précisément une mise en cause de l'existence même possible d'un tel État palestinien au regard des éléments constitutifs de ce qu'est un État, à savoir, encore une fois, la réunion de ces trois éléments que sont l'existence d'une population, d'un territoire et d'une autorité gouvernementale. Et si l'on réfléchit, si l'on pense ces trois éléments, on voit bien que le territoire palestinien est fragmenté, la population palestinienne est éclatée et l'autorité gouvernementale qui devrait exister théoriquement n'est pas incarnée. Même s'il existe naturellement une autorité palestinienne qui procède des accords d'Oslo, celle-ci non seulement pâtit d'une défiance de sa propre population, mais son autorité est questionnable dans la mesure où elle n'est pas exercée sur le territoire de Gaza et elle est pour le moins limitée dans les territoires palestiniens en Cisjordanie. Bon, alors cette reconnaissance, elle va évidemment fracasser une formule qui a été employée par Ben Gourion, par beaucoup de fondateurs de l'État israélien, un peuple sans terre pour une terre sans peuple. L'oubli, et cela a été depuis révisé par ces historiens israéliens qu'on appelle les nouveaux historiens. L'oubli, c'était évidemment la question palestinienne. Disons que cette terre sans peuple, la formule, en fait, elle vient des sionistes chrétiens. Elle existe dès les années 1850. Ce qu'on appelle le sionisme chrétien, c'est un mouvement apocalyptique protestant qui pose que le rassemblement des Juifs en Terre Sainte est une étape vers le millénium. Elle a été ensuite reprise par le mouvement sioniste. Donc les ancêtres des évangéliques. Oui, absolument. Mais on peut remonter jusqu'au XVIIe siècle sur ce sujet. Par contre, ce qu'on a dès le départ du mouvement sioniste, dès qu'il s'installe en Palestine pour de bon, c'est-à-dire plutôt vers 1908 que vers 1880, ce qu'ils appellent le problème arabe. Et ce qu'ils n'arrivent pas à résoudre, c'est ce problème arabe. Alors, au début, de toute façon, comme on est dans un rapport de force faible et qu'on peut penser que le pays est sous-peuplé, on peut penser à quelque chose. Mais dès les années 30, il est clair que l'État juif ne peut se construire que sur l'élimination des Palestiniens. C'est ce qu'on appelle gentiment à l'époque le transfert de la population et l'expropriation des biens, c'est-à-dire l'expulsion des habitants et la confiscation
de leurs biens. Et quand vous avez le discours israélien qui dit reconnaître le droit au retour des réfugiés palestiniens, c'est remettre en cause l'existence de l'État d'Israël, ça veut dire en clair que l'État d'Israël n'a été possible que par l'expulsion des Palestiniens. Moi, je crois que la solution politique, elle passe évidemment par des questions territoriales, de gestion commune des ressources et ainsi de suite, parce que le territoire est tout petit. C'est 27 000 km², la Palestine, Israël, c'est-à-dire l'équivalent de la Bretagne à peu près. Donc, il faut un retour à l'histoire. Je crois qu'ils doivent discuter sur les origines. La question du droit après la question de l'histoire, Edith Napli. Du point de vue juridique, et encore une fois, je pense que du point de vue israélien comme du point de vue palestinien, c'est la question du droit à l'autodétermination. C'est un droit qui s'est traduit en fait pour les Israéliens, qui bénéficient d'un État souverain, qui doit être reconnu comme tel. Et aujourd'hui, l'avenir politique de la région dépend en partie de la traduction en acte également de cette revendication légitime des Palestiniens. Vous parliez du moment opportun pour une telle reconnaissance. Exactement. Le problème, c'est que côté israélien, par exemple, c'est officiel. Ce moment n'existe pas. C'est une question qui ne se pose plus. Il y a quelques semaines, la Knesset a voté à une écrasante majorité l'exclusion de toute reconnaissance d'un État palestinien et la perspective même d'une annexion de la Cisjordanie. Et il y a un jour à peine, Benjamin Netanyahou a confirmé cet acte politique qui traduit, encore une fois, non pas un rapport de force où Benjamin Netanyahou serait complètement isolé, écrasé par une opposition qui bénéficierait d'une montée en puissance. Pas du tout. En fait, on assiste à un consensus national israélien autour du rejet de la perspective d'un État palestinien. Donc, il y a là quand même l'élément clé de l'équation politique. Il n'y aura pas d'État palestinien sans volonté politique israélienne. Mais alors, ça veut dire quoi? Parce que sur le plan international, est-ce qu'il peut y avoir... alors, des pressions, il y en a évidemment, mais ces pressions ne sont pas contraignantes. Il y a des peuples qui attendent depuis des décennies leur héritage. Je pense par exemple aux Kurdes, qui sont dans une situation également d'avoir une identité, un rôle, etc., et pas d'État. Encore une fois... Bien sûr que la communauté internationale institutionnalisée à travers l'ONU ou les entités étatiques, en particulier les grandes puissances, ont leur mot à dire. Le problème, c'est que même de ce point de vue-là, on voit bien que dans le conflit israélo-palestinien, seuls les États-Unis peuvent peser sur l'avenir des deux entités. Or, on n'a pas affaire à une entité qui assurerait une fonction arbitrale. Elle est jugée partie, pour le moins, et en ce sens, eu égard à la fois à la position historique des États-Unis et plus particulièrement à la doctrine incarnée par le président Trump, la perspective, là aussi, d'un État palestinien est difficilement envisageable à court, voire à moyen terme. Et c'est en cela qu'on a affaire à une forme d'impasse politique qui renvoie à la pertinence même de l'hypothèse d'un État palestinien. Je le dis en des termes théoriques, naturellement. Ce qui nourrit, à contrario, l'autre option, celle d'un État binational, cette fois-ci, mais qui, du même coup, mobiliserait l'autre défi de la région, c'est à savoir l'avènement d'un État dont l'essence, finalement, reposerait sur une discrimination systémique, voire une forme d'apartheid qui a été reconnue comme telle s'agissant de la situation des Palestiniens de Cisjordanie. Henri Laurence. Moi, je crois surtout que les peuples ne disparaissent pas. Si vous prenez le cas des Arméniens, malgré le génocide d'avril 1915, ils existent toujours. Et ils ont un État. C'est petit, mais c'est petit, mais je veux dire, il existe. C'est pas ce que je veux dire, c'est que leur revendication contre la Turquie se maintient en permanence. C'est ça qui est absolument essentiel. Et dans cette mesure-là, on est parti sur des siècles. Je veux dire, peut-être que dans 2 siècles ou dans 3 siècles, on continuera à discuter État national, État binational, partage, etc. Parce que les contradictions historiques entre les deux peuples sont telles
qu'on ne voit pas de solution immédiate. État binational, c'est impossible en l'état, sauf évidemment à transformer la nature même de l'État israélien. Oui, c'est ce que disait Ben Gourion, mais à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus avoir d'État palestinien. La solution, il y a une bonne solution, évidemment, tout le monde le sait, c'est une gestion commune, équitable, partagée de l'espace, et on peut trouver, les juristes sont là pour ça, des bonnes formules. Entre autres peut-être une confédération, etc. Mais pour l'instant, on en est extrêmement loin, on s'en éloigne encore plus. Jean Lémarie. Vous nous donnez ce matin, tous les deux, une perspective à la fois juridique et historique. Question très simple, en vous écoutant, est-ce que cette reconnaissance par la France et par d'autres ne va pas demeurer une coquille vide ? Méline Nabli. Non, dès lors que c'est une reconnaissance qui s'inscrit à la fois dans un processus politique et qui a une résonance, encore une fois, politique et diplomatique, qui répond précisément à une revendication des Palestiniens. Donc les Palestiniens ne peuvent que se satisfaire de la séquence diplomatique internationale, puisque au-delà de la France, je trouve que l'événement se situe dans le fait qu'au sein du monde occidental, des États, une succession d'États procède à la reconnaissance de l'État de Palestine, et c'est en cela qu'il y a un événement historique. Et en même temps, l'autre événement historique, c'est cette dissociation entre le monde institutionnel et diplomatique d'un côté, où le jeu des puissances domine, naturellement, le rapport de force entre les États domine, et de l'autre, une société mondiale, une société des sociétés civiles qui s'est saisie ou qui se sont saisis pleinement de cette question qu'on pensait complètement neutralisée dans l'agenda international. Et la question palestinienne fait un retour sur la scène internationale qui était impensable, inimaginable il y a encore quelques années. Pourquoi ? Parce qu'elle avait été neutralisée par les acteurs classiques des relations internationales, à savoir les États de la région compris, les États arabes compris, qui s'étaient détournés de la cause palestinienne. Et là, on voit un phénomène où finalement la revendication palestinienne d'un État, eh bien, ce n'est plus une question purement diplomatique qui mobilise les États et les puissances de ce monde. C'est une question qui anime ce qu'on pourrait appeler les citoyens du monde, puisque c'est une revendication qui revêt désormais un caractère transnational, y compris au sein des sociétés occidentales. Et je pense que c'est l'autre événement historique de cette séquence. À la fois comment le monde occidental, finalement, est fragmenté par cette question, et au niveau des sociétés civiles, la question palestinienne bénéficie d'un retour en force historique. Mais est-ce que justement, cela n'est pas particulièrement un problème dans le monde arabe ? Nous évoquions avec Henri Laurence la question panarabe qui s'était évaporée avec Nasser, en quelque sorte. Et il y a aujourd'hui les accords d'Abraham, qui est probablement ce que Trump a fait de plus important pendant la première étape de son mandat. Si celle-ci se poursuivait, est-ce que ça ne se ferait pas au détriment des Palestiniens ? Je pense même que ça a été conçu en partie au détriment des Palestiniens. Oui, bien sûr, parce que les États arabes en question sont d'abord des États. C'est-à-dire que, pour reprendre l'expression nietzschéenne, ce sont des monstres froids. Ils pensent, ils agissent en fonction de leurs intérêts propres. Et qu'en l'occurrence, ces États, ceux qui ont noué une relation spécifique, particulière, qui s'inscrit dans la normalisation des rapports avec Israël, l'ont fait parce qu'ils y ont vu leur intérêt. En déconnexion avec, et dans l'indifférence absolue avec la cause palestinienne, mais en même temps, ce processus a révélé la nature de ces États qui sont de nature dictatoriale. C'est-à-dire qu'ils se sont déconnectés de leur opinion publique, de la volonté de leur peuple qui, eux, à leur échelle, demeurent extrêmement attachés à la question ou à la cause palestinienne. Et c'est en cela que la séquence actuelle participera, je pense, à une neutralisation moins relative de ce processus historique. Vous avez raison de le rappeler, hein, c'est une réussite diplomatique du premier mandat de Trump, mais qui se trouve aujourd'hui à son tour dans une impasse, puisque l'étape prochaine qui était prévue était celle de la normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël. Aujourd'hui, c'est une étape inconcevable.
Henri Laurence, j'aimerais quand même apporter un peu de lumière, parce que tout ça est évidemment crépusculaire. On voit mal comment les choses pourraient s'arranger dans cette région. Pourtant, dans vos livres, notamment dans Questions juives, problèmes arabes, il faut rappeler qu'il y a eu un certain nombre d'étapes qui auraient pu aboutir, ou l'un des derniers traités de paix a achoppé sur des questions qui paraissent aujourd'hui complètement secondaires, sur la gestion des quartiers arméniens, de la vieille ville de Jérusalem, enfin, des choses qui paraissent hors de proportion. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rappeler ces différentes occasions? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un peu d'espoir dans la région? Dans la mesure où l'État d'Israël se construit par des faits accomplis et qui refuse de revenir sur les faits dits accomplis, on voit mal comment les choses pourraient se produire. Moi, je simplifierais abusivement peut-être la question en disant que les Israéliens ont la force et les Palestiniens ont le droit, et que le problème pour les Israéliens, c'est de transformer cette force en droit, et pour les Palestiniens, de transformer ce droit en force. Et c'est peut-être là la seule possibilité de négociation presque à égalité, dans la mesure où il faut quelque part une approbation palestinienne de l'État d'Israël pour que cette région puisse exister en paix. Et cette approbation, elle ne peut se faire justement que par la constitution de l'État palestinien. Méline Nabli. Vous avez naturellement raison. Alors, en même temps, le problème, je dirais, d'une certaine manière, c'est qu'il y a un précédent, c'est cette stratégie de l'autorité palestinienne qui a consisté précisément à opter pour une stratégie, j'allais dire, diplomatique, de non-violence, et qui n'a abouti à rien, ou presque. Et c'est un échec qui anime la conscience palestinienne, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tout le monde a constaté que la voie qui a été empruntée par Arafat puis Abbas, eh bien, finalement, ça n'a pas permis d'aboutir à la création de l'État palestinien escompté. Puis deuxième élément, la dichotomie, la dialectique que vous mobilisez, en fait, renvoie aussi à la nature de l'État israélien. C'est-à-dire que c'est un État qui se revendique comme un État de droit démocratique et qui, pourtant, conçoit son existence d'abord et avant tout à travers la force, alors qu'un État de droit démocratique devrait se concevoir, se penser d'abord à travers le droit. Un mot de conclusion, Henri Laurence. Moi, encore une fois, ça fait déjà des années que je dis que les choses vont de plus en plus mal et que je suis d'un pessimisme proclamé. Et en même temps, je pense que les politiques ont la nécessité d'être optimistes, parce que sinon ils ne pourraient pas agir. Donc je bénéficie de ma qualité de chercheur pour avoir le pessimisme, avec l'espérance de me tromper, tandis qu'aux politiques, s'ils pensaient que ça ne marcherait pas du tout, ils ne feraient rien du tout. Méline Nabli, encore une fois, tout petit mot. Oui, juste pour dire que la dynamique aujourd'hui, elle ne se situe pas, en dépit de la séquence du jour qui est purement diplomatique, elle ne se situe pas au niveau des États, mais des sociétés civiles. Et donc, si optimisme il doit y avoir, c'est du côté des citoyens du monde. Manuel de relations internationales Méline Nabli aux éditions Pédone. Questions juives, problèmes arabes en poche. Folio Histoire, Henri Laurence. Dans quelques